Je m'appelle Emma Blake, paléontologue de formation, j'ai passé une grande partie de ma vie à rechercher des réponses sur l'évolution de la vie sur Terre. En tant que scientifique, j'ai appris à rester rationnel et méthodique, mais aujourd'hui, rien ne pouvait me préparer à ce que j'allais découvrir. Quand nous avons mis le pied sur cette île mystérieuse, accompagné de mon équipe, James Carter, Samir Patel, et Lena Torres, je n'imaginais pas que ce qui s'annonçait comme une mission de recherche allait se transformer en une lutte pour la survie. L'atterrissage sur la plage rocailleuse nous a laissés tous impressionnés par la beauté sauvage de l'île. La végétation était dense, riche, unique, avec des plantes que je n'avais jamais vues. Lena, toujours en quête de la parfaite photo, s'était empressée de capturer ce paysage avec son appareil. De son côté, Carter examinait les premières traces de vie sous nos pieds, enthousiaste face à la perspective de découvrir un écosystème isolé. Samir, notre expert en survie, observait le paysage avec prudence. Pour lui, cet endroit n'était pas simplement une île, c'était un terrain potentiellement dangereux où chaque pas pouvait être le dernier. Mais pour moi, c'était un sanctuaire de découverte, un rêve devenu réalité. Nous avons décidé de pénétrer plus profondément dans la jungle pour recueillir des échantillons de plantes. Carter, Lena et moi avancions lentement, notant chaque détail de cette nature vibrante. Et puis, nous avons trouvé des empreintes. Ce n'étaient pas des empreintes ordinaires. Elles étaient énormes, profondément enfoncées dans la boue près d'un point d'eau. À ce moment-là, l'enthousiasme a laissé place à l'inquiétude. Ces traces appartenaient à une créature bien plus grande que tout ce que nous avions prévu de rencontrer. Alors que nous continuions notre exploration, un son a résonné à travers les arbres, un rugissement profond, guttural, qui semblait venir de partout à la fois. J'ai senti un frisson glacé me parcourir. Nous avons échangé des regards nerveux, cherchant la source de ce bruit. Samir nous a fait signe de rester immobile, les yeux scrutant la dense végétation. Ce rugissement était un avertissement, un signe que quelque chose de grand, de puissant, rôdait tout près. J'ai essayé de rationaliser, de me dire que c'était peut-être le cri d'un animal inconnu, mais au fond de moi, je savais que nous venions d'entrer dans le territoire de prédateurs antiques. Nous nous sommes aventurés encore plus loin, poussés par une curiosité mêlée de crainte. Soudain, entre les arbres, un groupe de dinosaures herbivores est apparu. Ils se déplaçaient lentement, mastiquant les plantes, leur longue queue balayant le sol avec nonchalance. Je n'avais jamais ressenti une telle intensité. Voir ces créatures du passé, vivantes, bien réelles, était un choc. La beauté de la scène était fascinante, presque irréelle. Ces créatures, qui semblaient sortir tout droit de livres d'histoire, étaient à portée de vue, sans cage ni barrière pour nous séparer. J'étais sur le point de m'avancer pour observer de plus près lorsque Samir a attrapé mon bras, ses yeux fixés sur quelque chose dans la végétation. Un prédateur. Sans prévenir, un immense prédateur s'est précipité vers le troupeau. Nous nous sommes cachés derrière des arbres, le souffle coupé par la brutalité de la scène qui se déroulait devant nous. Les herbivores se dispersaient en tous sens, piétinant la végétation, tandis que le carnivore poursuivait sa proie, dévorant un des animaux sans pitié. Je ne pouvais détacher mes yeux de cette scène terrifiante. J'avais lu des descriptions de chasseurs préhistoriques, mais voir la réalité, entendre les cris et le bruit de la chair déchirée, était une toute autre chose. Je réalisais soudain que nous étions des intrus dans cet écosystème, des proies potentielles. La peur au ventre, nous avons regagné le campement que nous avions installé. Samir a immédiatement pris des mesures pour renforcer notre abri. Il a installé des barricades de fortune, allumant des feux pour tenir les créatures à distance. Nous étions toujours sans nouvelles de notre navire de soutien, ce qui amplifiait notre sentiment d'isolement. Nous avons essayé de contacter le bateau via la radio, mais un bruit étrange bloquait notre communication. Ce que je prenais pour un simple voyage de recherche se transformait rapidement en un cauchemar. La nuit est tombée, et avec elle, une obscurité oppressante. Les sons de l'île, qui semblaient calmes de jour, se sont transformés en une symphonie de grognements et de bruits inquiétants. Samir s'est installé près de l'entrée du camp, surveillant les ombres. Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. Chaque craquement de branches, chaque bruissement dans les buissons me faisait sursauter. L'idée que des prédateurs géants pourraient surgir à tout moment était terrifiante. Nous étions dans leur monde, et je me sentais aussi vulnérable qu'une proie prise au piège. Au matin, en scrutant le ciel, nous avons aperçu des créatures volantes. Des silhouettes massives qui planaient au-dessus de nous, plongeant par moments pour attraper des proies invisibles dans la végétation. Carter, incapable de contenir sa fascination, s'est aventuré un peu trop près, mais Samir l'a retenu de justesse, lui rappelant que même ces créatures pouvaient être mortelles. Nous étions constamment sur nos gardes, conscients que cette île était aussi bien peuplée de géants terrestres que de prédateurs aériens,
chacun avec son propre territoire, ses propres règles, et nous, simples visiteurs égarés. Alors que nous renforcions encore les barricades, une bête massive a surgi des buissons, s'approchant dangereusement de notre camp. Samir a réagi avec une rapidité impressionnante, allumant un feu qui a repoussé l'animal. La bête a reculé, mais elle avait brisé une partie de notre abri. Ce camp n'était plus un refuge, mais une cible. Poussés par le besoin de trouver de l'eau et des ressources, nous nous sommes aventurés dans une nouvelle zone. Alors que nous progressions, un geyser a explosé soudainement, nous envoyant de la vapeur brûlante au visage. Nous avons pris la fuite, choqués de découvrir que même le terrain pouvait devenir une menace. Avec nos vivres qui s'épuisaient rapidement, nous avons dû nous résoudre à chasser pour survivre. Samir a pris les devants, partageant son savoir-faire pour piéger les petits animaux du sous-bois. Lena, qui avait toujours observé la nature avec un objectif entre les mains, a dû se confronter à la dure réalité de tuer pour manger. Ce fut un moment d'introspection, pour elle comme pour nous tous. Nous n'étions plus des scientifiques, des explorateurs, mais des survivants. En explorant une clairière, nous avons trouvé des ossements massifs, jonchant le sol en une scène presque irréelle. Des crânes, des côtes et des mâchoires ouvertes comme des fenêtres sur un passé ancien, les vestiges de créatures qui avaient dû combattre pour survivre bien avant notre arrivée. L'effroi s'est glissé dans notre groupe. Nous n'étions pas seulement menacés par des prédateurs isolés, mais potentiellement par des communautés entières de créatures prédatrices qui dominaient cet écosystème. Traverser une rivière pour rejoindre un point de repère plus sûr semblait une bonne idée jusqu'à ce que le courant nous surprenne. En un instant, une partie de notre équipement a été emportée. Ce n'était pas seulement du matériel de recherche, mais aussi des outils de survie. Sans eux, nous étions de plus en plus vulnérables, et ce que nous avions pu prévoir devenait désormais incertain. Les jours passaient, et la peur, le stress, la fatigue s'étaient accumulés. Carter et Samir ont fini par se heurter sur la meilleure manière de gérer la situation. Les personnalités et les égos se sont affrontés, chacun tentant de contrôler ce qu'ils pouvaient dans un environnement hors de leur contrôle. J'ai essayé de les apaiser, consciente que notre cohésion était notre seule chance de survie. Mais cette île ne faisait que révéler nos faiblesses. Cette nuit-là, un prédateur s'est approché, son ombre immense se projetant sur notre camp sous la lumière de la lune. Nous pouvions entendre son souffle, sentir son instinct de chasseur qui perçait nos défenses précaires. En silence, nous sommes restés immobiles, les yeux écarquillés, priant pour que le feu suffise à le tenir éloigné. L'animal est finalement parti, mais le spectre de cette présence rôdant près de nous a alourdi notre sommeil. Le lendemain, une pluie de cendres a commencé à tomber, recouvrant notre camp d'une fine couche grisâtre. L'île elle-même semblait exprimer son hostilité à travers ce phénomène naturel. Il nous fallait nous abriter rapidement, car l'air devenait irrespirable. Nous nous sommes réfugiés dans des crevasses, essayant d'échapper aux cendres. Cet endroit ne nous offrait aucun répit. La quête d'eau potable nous a menés au bord d'un lac. Cependant, en approchant, une créature massive a bondi hors des fourrés, prenant notre groupe par surprise. Dans notre panique, nous avons dû abandonner une partie de nos provisions pour fuir. Sauver notre peau importait plus que la nourriture. Nous sommes restés assis à bout de souffle, réalisant que chaque moment de survie ici demandait un sacrifice. Cette rencontre a marqué un tournant pour Lena. Elle, qui voyait la nature comme une beauté à capturer, a dû abandonner son appareil pour la première fois, saisissant un bâton comme une arme improvisée. Sa peur s'était transformée en rage de survie, et elle avait accepté cette nouvelle réalité. Nous n'étions plus là pour explorer, mais pour nous battre, et elle en faisait désormais pleinement partie. En cherchant un abri plus sûr, nous sommes tombés sur une grotte. L'obscurité qui y régnait semblait intimidante, mais en entrant, nous avons trouvé des traces de civilisation ancienne. Des peintures murales, des outils en pierre, des marques laissées par des humains venus avant nous. Cet endroit avait déjà abrité des vies. Ce qui aurait dû être une source d'espoir est rapidement devenu un poids lourd à porter. Si d'autres avaient survécu ici, où étaient-ils maintenant? Alors que nous prenions notre premier repas en sécurité depuis des jours, un hélicoptère a survolé l'île. C'était un instant de pure euphorie, l'espoir incarné dans cette machine volante. Nous avons agité les bras, criant à plein poumon, mais l'hélicoptère a continué son chemin, sans même nous remarquer. Cette déception nous a laissés dévastés. Le salut avait été à portée de main, mais l'île refusait encore de nous libérer. Les prédateurs, plus nombreux que nous ne le pensions, ont commencé à rôder autour de la grotte. Chaque nuit, des bruits inquiétants, des griffes raclant la pierre, des ombres projetées par le clair de lune, rendaient nos nerfs fragiles. Nous nous barricadions tant bien que mal, mais l'idée d'être piégés dans cet espace étroit avec des créatures affamées autour de nous devenait insupportable.
Emma et Samir ont commencé à étudier une carte ancienne trouvée dans la grotte. En combinant leurs connaissances, ils ont élaboré un itinéraire qui pourrait nous mener à la côte. Cela signifiait traverser des territoires inconnus et potentiellement dangereux, mais rester ici n'était plus une option. Notre survie dépendait désormais de cette évasion audacieuse. Carter, affaibli par la soif et la faim, a commencé à montrer des signes d'infection. Son état inquiétant a ralenti notre progression, et il a dû être soutenu par Lena et moi-même. Voir un esprit aussi vif, un scientifique passionné, réduit à un tel état de faiblesse m'a brisé. Nous devions accélérer notre fuite avant que la maladie ne nous achève. Un soir, alors que nous cherchions désespérément à avancer, nous avons été surpris par une créature dans la grotte. Coincés, nous avons dû fuir par une petite sortie secondaire. La terreur nous a poussés à travers un passage étroit, nos cœurs battant la chamade alors que nous échappions de justesse. Ce qui devait être notre abri était devenu notre piège. Dans une nouvelle confrontation avec un prédateur, Samir a été blessé, sa jambe coupée par des griffes. Il a refusé de nous ralentir, mais sa blessure a affecté notre rythme. Sa force de caractère était admirable, mais chaque pas qu'il faisait était une torture. Nous savions que sans soin, sa condition empirerait, mais ici, il n'y avait aucune possibilité de soin. En approchant de la plage, nous avons trouvé des empreintes fraîches. D'autres personnes avaient peut-être survécu ici. Ce constat a insufflé en nous un regain d'espoir, mais il a aussi posé des questions. Étions-nous vraiment seuls sur cette île, ou d'autres survivants erraient-ils quelque part, prisonniers comme nous? À la nuit tombée, un rugissement a résonné derrière nous. Nous étions traqués, suivis par une créature que nous n'arrivions jamais à voir, mais dont la présence nous suivait constamment. Nous sentions ses yeux sur nous, ses pas qui se rapprochaient. Nous étions les proies, et chaque nuit, cette menace invisible renforçait notre peur. Après des jours de marche, nous avons atteint la plage. Nos corps étaient épuisés, mais notre détermination brûlait encore. Nous avons rassemblé des morceaux de bois, allumé un feu de signalisation, priant pour que ce soit assez visible. Le rugissement de la créature traquant, caché quelque part dans la jungle, semblait plus proche que jamais. L'aube se levait quand un hélicoptère a enfin apparu. Cette fois, il nous a repérés. Nous avons levé les bras, crié, agité tout ce que nous avions. Alors que nous montions à bord, je regardais cette île, ce cauchemar éveillé que nous quittions enfin. Nous étions marqués à jamais, mais vivants, libérés de ce monde où les créatures du passé régnaient en maîtres.